6 ans que je me consumais pour cette boîte. Nuit blanche, aube blême, anniversaire manqué, week-end sacrifié. J'ai même participé à des visios depuis un lit d'hôpital, encore dans le brouillard d'une anesthésie. J'étais la directrice des opérations Grand Ouest pour Axelis International. Je supervisais plus de 200 personnes, je pilotais la logistique sur un quart de la France et j'avais optimisé un système qui avait fait économiser plus de 3 millions d'euros à l'entreprise en un an. Visiblement, ça ne suffisait pas pour faire de moi une vraie dirigeante. Je me souviens encore de ce moment, de leur rire suspendu dans l'air comme un parfum entêtant. Nous étions dans le salon de la direction après une réunion de résultats trimestriels. Je venais de conclure une présentation impeccable et pour une fois, je m'étais dit que j'avais peut-être gagné ma place à leur table. Alors, le dîner des directeurs, c'est vendredi ? A lancé Bruno, le directeur de la logistique, en desserrant le nœud de sa cravate Hermès comme s'il avait réellement brassé des affaires ce trimestre. Chef privé, salon avec vue, grand cru, la routine quoi. J'ai souri. Ah, super, je confirme ma présence à qui ? Il y a eu un silence, un temps de trop. Bruno a eu un rictus. Oups, désolé Léa, c'est réservé au comité de direction. Tu sais, le noyau dur, les vrais décideurs. Il a dit ça d'un ton détaché, comme une simple règle interne, comme si je n'avais pas pulvérisé chaque objectif qu'il m'avait fixé. De l'autre côté du salon, près de la machine Nespresso dont le sifflement familier venait de cesser, Diane, la directrice financière, a étouffé un rire derrière son verre de Chablis. « Je suis sûre que tu comprends », a-t-elle ajouté. « On veut rester sur du stratégique. » Stratégique, bien sûr. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées. Évidemment. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fêlé. Pas de colère explosive, pas l'envie de renverser la table, non, c'était plus calme, plus froid. Une sorte de certitude s'est installée. Parce que ça faisait 6 ans que je jouais le jeu, que je travaillais 2 fois plus pour être jugé 2 fois plus apte et recevoir la moitié de la reconnaissance. Et pourquoi ? Pour m'entendre dire que je n'étais pas des leurs ? Pour qu'on me rappelle que j'étais toujours à la porte, à regarder par la fenêtre ? Pas cette fois. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ignoré l'email d'invitation au dîner que je n'ai de toute façon jamais reçu. Je me suis servi un verre de Côtes-du-Rhône, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à éplucher les comptes. Ce que Bruno et Diane ignoraient, ou peut-être s'en fichaient-ils éperdument, c'est que j'avais les accès. En tant que directrice régionale, je gérais la logistique, oui, mais cela incluait les validations de déplacement, les cartes professionnelles, les notes de frais, les paiements des fournisseurs. Je ne voyais pas seulement les chiffres, je maîtrisais le système qui les traitait. Et ce que j'avais entrevu ces derniers mois clochait sérieusement. Des vols en jet privé pour des séminaires à Bordeaux, des suites de luxe à Dubaï pour des rendez-vous clients qui n'apparaissaient dans aucun agenda, des milliers d'euros dépensés dans des spas aux Seychelles sous le libellé « cohésion d'équipe ». Au début, j'avais mis ça sur le compte de l'arrogance, de la négligence. Mais en creusant, j'ai vu le schéma. C'était intentionnel, systémique. Un réseau de cadres supérieurs qui siphonnait l'argent via des contrats de fournisseurs gonflés et de fausses factures de conseil. Le tout approuvé, signé, validé les uns par les autres. Assise dans le silence de mon appartement, je fixais l'écran. Un tableur s'illuminait de rouge, d'orange et de vert, les couleurs de la corruption. Quand on vous met à l'écart, on voit tout plus nettement. Leur angle mort, c'était de penser que j'allais encaisser l'insulte et baisser la tête. Au lieu de ça, j'ai compilé un rapport complet, j'ai tout croisé avec la charte de l'entreprise et les normes de conformité. J'ai signalé chaque infraction, chaque signature suspecte, chaque transaction qui sentait la fraude à plein nez. Ensuite, j'ai créé une adresse email sécurisée, anonyme, infraçable. J'ai joint les fichiers et tapé une seule ligne dans le corps du message. Si l'éthique a encore un sens pour vous, vous devriez jeter un œil à ceci. Destinataire, l'audit interne, le service de la conformité et en copie directe, le conseil d'administration. Puis j'ai refermé l'ordinateur et j'ai attendu. Les jours suivants ont été normaux en surface. Bruno se pavanait toujours dans les couloirs, l'air intouchable. Diane, perchée sur ses escarpins à 1000 €, distribuait ses compliments empoisonnés. Mais l'orage couvait déjà. J'en ai vu les premiers signes.
Des réunions qui disparaissaient des agendas, des auditeurs qui débarquaient discrètement de province, le service informatique qui, soudainement, travaillait le week-end. Et puis, le lundi matin, la foudre est tombée. Un email à toute l'entreprise. Objet, urgent, audit de la direction en cours. Le mercredi, Bruno était suspendu, dans l'attente des résultats de l'enquête. Diane était partie en congé personnel. 3 autres directeurs avaient disparu de l'organigramme en moins de 48 heures. Et le fameux dîner des directeurs? Annulé. Personne n'a rien dit, mais tout le monde savait. Quand on traite les gens comme des pions, quand on abuse de son pouvoir pour exclure et manipuler, il y a toujours quelqu'un pour riposter, en silence, avec méthode, comme je l'avais fait. Il m'avait dit que je n'étais pas une vraie dirigeante. Mais les vrais leaders n'ont pas besoin de dîners fastueux pour prouver leur valeur. Les vrais leaders voient la gangrène et l'extrait, même si ça implique de brûler la table. Ce qu'on ne vous dit pas sur la vengeance, ce n'est pas l'impact, c'est le silence qui suit. Les emails s'arrêtent, les discussions de couloir s'éteignent. Les gens vous regardent un peu trop longtemps, mais en disent un peu trop peu. On sent le sol trembler sous ses pieds. Le jeudi matin, ce n'était plus une rumeur. La plaque au nom de Bruno avait été retirée de sa porte. La voiture de fonction de Diane n'était plus sur le parking de la direction. L'étage des cadres, d'habitude vibrant d'une confiance factice, de rires gras et de tapes dans le dos, ressemblait à un prétoire juste avant le verdict. Personne ne m'adressait la parole. Pas encore. Je continuais mon travail, l'air de rien, observant tout. Puis, le vendredi matin, j'ai reçu un email que je n'attendais pas. Objet, invitation confidentielle, entretien audit éthique. Un créneau était proposé, 15h30, salle 7C, audit interne. J'ai fixé le message. J'avais envoyé le signalement de façon anonyme. J'avais protégé mes arrières, utilisé un serveur jetable, nettoyé les métadonnées. L'email ne devait pas remonter jusqu'à moi. Mais voilà, j'étais convoqué. À 15h30, je suis entré à l'étage de l'audit. Tout y était stérile, aseptisé, un lieu conçu pour rendre les gens nerveux. Dans la salle 7C, il n'y avait qu'une table, 2 chaises, une caméra dans un angle et une carafe d'eau jamais touchée. Une femme d'une 40aine d'années était assise en face, blazer marine impeccable, visage sans expression. Son badge indiquait « Anne Vignal, directrice de la conformité groupe ». Elle m'a désigné la chaise. « Madame Chevalier, merci d'être venue. » Je me suis assise. « Vous êtes chez Axelis depuis combien de temps ? » 6 ans. « Directrice des opérations Grand Ouest ? » Oui. Elle a hoché la tête. « Des chiffres impressionnants. Votre division a les meilleurs indicateurs que l'entreprise ait connus. » Je n'ai rien dit. J'étais là pour un interrogatoire, pas pour des compliments. « Nous menons une enquête sur des détournements de fonds, » a-t-elle poursuivi. « Je vais vous poser quelques questions. Rien ne sortira de cette pièce sans votre accord, sauf obligation légale. Compris ? » J'ai acquiescé. Elle a sorti un dossier fin, l'a ouvert. Et là, contre toute attente, elle a esquissé un sourire. « Madame Chevalier, soyons directs. Nous savons déjà que c'est vous. » J'ai scié. « Pardon ? » Le signalement anonyme. Les métadonnées étaient propres, oui. Mais le timing, non. Les documents que vous avez joints provenaient de systèmes internes auxquels seuls quelques directeurs ont accès. Et la plupart portaient votre niveau d'habilitation. Nous avons croisé les journaux de connexion, les horodatages d'accès, tout mène ici. Je n'ai pas nié, c'était inutile. J'ai posé la seule question qui avait du sens. Vous êtes ici pour me licencier ? Anne Vignal a secoué la tête. Non, Léa, bien au contraire. Elle a refermé le dossier. Ce que vous avez fait demande du courage, de la précision et de l'intégrité. Si ne serait-ce qu'une fraction de votre rapport est avérée, et d'après ce que nous voyons, c'est le cas, vous n'avez pas seulement découvert une fraude financière, vous avez sauvé Axelis de possibles poursuites du parquet national financier. J'ai expiré lentement. Mais j'ai une question à vous poser pour le dossier. Pourquoi ne pas être venu nous voir directement ? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Parce que quand on ne m'a pas invité au dîner des directeurs, j'ai compris que je ne faisais pas partie de leur cercle. Et les gens qui ne sont pas dans le cercle ne survivent pas à ce genre de dénonciation.
Ils disparaissent, sans faire de vagues. Anne Vignal est restée silencieuse un instant, puis elle a lentement acquiescé. Vous avez raison, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais c'est terminé. Elle a fait glisser un document sur la table. En tête, confidentiel, recommandation de restructuration suite à une faute grave de la direction. 6 noms étaient listés, tous marqués pour un licenciement immédiat. À compter de lundi, l'entreprise engagera les procédures formelles, a-t-elle dit. Mais nous avons besoin d'autre chose. Elle a sorti une seconde chemise, fine, sans inscription. C'est un plan de transition. Nous voulons que vous assuriez l'intérim en tant que vice-présidente des opérations pour stabiliser le département pendant la crise. Je suis restée figée. Moi, celle qui n'était pas invitée au dîner? J'ai pris le dossier. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Anne s'est levée. Nous vous soutiendrons pleinement. Vous devez juste décider si vous êtes prête. Je me suis levée aussi et les regardé dans les yeux. Ça fait 6 ans que je suis prête. En sortant de la salle 7C, le monde semblait différent. Les murs, les lumières, les gens. Rien n'avait changé, sauf moi. Au moment où il m'avait exclu, il pensait m'avoir rabaissé. En réalité, il m'avait juste donné une meilleure vue d'ensemble. Et je ne faisais que commencer. Le lundi, je n'ai pas pris la direction de mon parking habituel. J'ai pris la rampe du garage de la direction, celui avec les voituriers et la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Personne ne m'a arrêté. Mes accès avaient été mis à jour. En entrant seul dans l'ascenseur privé, j'ai croisé mon reflet dans les parois en miroir. Même blazer noir, même regard déterminé. Mais ce n'était plus la même Léa Chevalier. Cette Léa-là ne demandait plus une place à la table. Elle était la table. L'étage de la direction ressemblait à un champ de bataille silencieux. Bureau vidé, porte close. On sentait encore les fantômes de Bruno, Diane et leur petite clique arrogante. Les chuchotements me suivaient comme des ombres. C'est elle. C'est la nouvelle VP? Je n'ai pas ralenti, marchant droit vers le bureau d'angle qui appartenait à Bruno. La plaque nominative avait disparu. Le bureau était une page blanche. Parfait. Un homme plus âgé, très élégant, était déjà là. Il portait à sa veste un pins d'Axelis que seuls les membres du conseil d'administration arboraient. Il s'est levé. Gérard Valois, agent de liaison par intérim du conseil. J'ai serré la main qu'il me tendait. Léa Chevalier. Nous avons étudié votre rapport, a-t-il dit. Le mot impressionnant est faible. Vous avez un don pour l'audit financier? J'ai souri. Juste une longue expérience de la sous-estimation. Il a eu un petit rire, puis son visage est redevenu sérieux. Vous mettez les pieds dans le chaos. Le service juridique est sur les dents, les finances sont exsangues et le moral est au plus bas. Vous pensez pouvoir gérer ça? Je le gère depuis des années, mais sans le titre, ai-je répondu sans ciller. Il a hoché la tête. Alors le poste est à vous, officiellement. Il m'a tendu un porte-document en cuir. À l'intérieur, mon nouveau contrat. Je l'ai signé sur le champ. Le clic du stylo a résonné dans le silence. À midi, j'étais dans la salle de crise où, une semaine plus tôt, je n'étais même pas convié. Maintenant, je dirigeais la réunion. J'ai laissé le silence s'installer. Je sais à quoi vous pensez. Vous vous demandez si je suis juste une solution temporaire. Je ne suis pas là pour vous convaincre avec des mots, mais pour réparer ce qu'ils ont cassé. Bruno, Diane et les autres ont bâti une culture de la peur et du favoritisme. C'est terminé. Fini les clubs privés et les vrais décideurs. Soit on réussit ensemble, soit on ne réussit pas du tout. Un à un, les responsables de service ont hoché la tête. La pièce, glaciale, s'est enfin réchauffée. Nous avons agi vite. Audit de tous les fournisseurs, gel des dépenses non essentielles, mise en place d'un système de reporting transparent. L'après-midi, j'ai personnellement appelé les clients majeurs affectés par le scandale. Je n'ai pas lu de script, je leur ai parlé simplement. Je me suis excusé, j'ai assumé, j'ai promis de faire mieux. Et la plupart sont restés. Car face aux mensonges et à la langue de bois, l'authenticité devient la monnaie la plus précieuse. Le soleil se couchait sur la défense. J'étais seul dans mon nouveau bureau. Mon téléphone a vibré. Un message d'Anne. Le PNF vient d'appeler. Ils ouvrent une information judiciaire sur Diane et Bruno. Vous aviez raison sur tout. J'ai fixé le message, puis j'ai répondu. Parfait. Tenez-moi au courant s'ils ont besoin de quoi que ce soit.
Le vrai travail ne faisait que commencer. Ils avaient essayé de m'exiler. Au lieu de ça, j'étais devenu leur jugement. 2 semaines, c'est le temps qu'il a fallu pour stabiliser le navire. Le conseil d'administration a officialisé mon poste, vice-présidente des opérations, sans la mention par intérim. Les mêmes qui se moquaient de moi me saluaient désormais avec des sourires crispés. Drôle de voir comme le respect apparaît vite quand le pouvoir entre en jeu. Mais je ne m'y fiais pas. Le respect qui arrive après la victoire n'en est pas un. C'est de l'instinct de survie. Un vendredi soir, alors que j'étais la dernière à l'étage, j'ai reçu un email. Pas d'objet, expéditeur masqué. Juste une ligne. Fais attention à toi. Ta promotion ne plaît pas à tout le monde. Pas de la peur, de la vigilance. Un courant froid sous la peau. J'ai pensé à ce qu'Anne m'avait dit. Écarter Bruno et Diane ne ferait que révéler la couche suivante. La corruption, quand elle est si profonde, n'est jamais l'affaire de quelques individus. C'est un système. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture par le périphérique bondé, j'ai sorti le vieil ordinateur portable, celui que j'avais utilisé pour le signalement. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Un dossier que je n'avais pas créé. Nom, murmure. À l'intérieur, des dizaines de conversations privées, des emails supprimés, des mémos confidentiels que des employés anonymes, surtout des juniors et des assistants, avaient archivés en secret. Un message disait « Diane a demandé de noyer les fausses factures dans les frais généraux ». Un autre « Ils disent que Léa devient trop bruyante, utile pour l'instant, mais elle ne durera pas ». Et un qui m'a coupé le souffle. J'ai entendu dire qu'elle finira soit promue très haut pour être neutralisée, soit grillée en plein vol. Ce n'était pas personnel, ça ne l'avait jamais été. J'étais juste la seule à avoir riposté, jusqu'à maintenant. J'ai sauvegardé le dossier et envoyé un message crypté à Anne. Il faut qu'on se parle. Je crois que le problème est bien plus profond qu'on ne le pensait. Sa réponse a été immédiate. J'arrive. À 21h, elle était dans mon salon, le visage de plus en plus sombre à mesure qu'elle parcourait les fichiers. Ces gens ne sont pas seulement cupides, a-t-elle murmuré. Ils sont méthodiques. Ils manipulent les promotions, les contrats, même les enquêtes des RH. Et s'ils savent que je suis sur leur piste, ils frapperont les premiers. Que veux-tu faire ? Ce que j'ai toujours fait, ai-je répondu. Les exposer. Tous. Le lundi matin, Anne et moi avons présenté le dossier Murmure au comité des risques. Le silence dans la salle était assourdissant. Salaire plafonné pour les femmes, contrats détournés vers des sociétés écrans appartenant à des proches des dirigeants, harcèlement étouffé. Des noms sont apparus à l'écran. Certains étaient assis dans la pièce. À la fin, j'ai ouvert le dernier fichier. Recommandation de licenciement. 7 noms. Des cadres supérieurs, des managers intermédiaires, un directeur des ressources humaines. Quand la réunion s'est terminée, Gérard Valois m'a pris à part. « Léa, si un jour vous voulez un siège au conseil d'administration, pas encore, l'ai-je coupé, je n'ai pas fini de construire. » Mais au lieu de retourner à mon bureau, je suis descendu au 2e étage, dans un service que la plupart des cadres ignoraient, le support opérationnel. Ceux qui faisaient vraiment tourner la boutique. Je me suis arrêté devant un petit bureau au fond. La plaque indiquait « Yasmina Le Goff, coordinatrice logistique ». Elle a levé les yeux, surprise. « Madame la vice-présidente, un problème ?» J'ai souri. « Non, je venais vous remercier. » Pourquoi ? Pour le dossier nommé « Murmure ». Ses yeux se sont écarquillés. J'ai continué doucement. « Vous avez été intelligente de rester anonyme, mais je sais que c'est vous. Vous avez sauvé cette entreprise, Yasmina. Vous avez rappelé à tout le monde que je n'étais pas seul. » Des larmes ont perlé dans ses yeux. Il disait que si je parlais, je serais sur une liste noire pour toujours. Ils avaient tort. Je lui ai tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur, une offre de promotion officielle, avec une augmentation substantielle et un siège garanti au nouveau comité d'éthique interne. « Vous n'êtes plus invisible, lui ai-je dit. Vous êtes le nouveau modèle. » Cet après-midi-là, 7 autres cadres ont été discrètement raccompagnés à la sortie. Et moi, j'étais assise dans la salle du conseil où l'on m'avait autrefois refusé l'entrée. Pas pour supplier, pas pour me justifier. Pour diriger.
À la fin de la réunion, quelqu'un s'est penché vers moi. Participez-vous au séminaire annuel des cadres cette année? J'ai souri. Seulement si on l'organise au centre des opérations. Laissons les vrais héros profiter de la vue sur l'océan pour une fois. Un rire a parcouru la pièce. Pas un rire moqueur ou suffisant. Du respect. Il m'avait tout coûté pour arriver jusqu'ici. Chaque trahison, chaque nuit blanche. Mais j'étais là, et je ne comptais plus bouger. En quittant le bâtiment ce vendredi soir, je suis passé devant le hall où tout avait commencé, où j'étais autrefois invisible. C'est drôle, ils pensaient que le pouvoir se trouvait derrière des portes en acajou et des banquets privés. J'ai appris la vérité à la dure. Les vrais leaders ne bâtissent pas des empires sur le silence. Ils s'élèvent sur les cendres de ceux qui l'ont fait. Et ils s'assurent que la nouvelle génération ne s'entende jamais dire « Votre place n'est pas ici ». Pas sous leur direction. Plus jamais.